C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Cinquième colloque sur la prévention de l'homophobie et la transphobie dans le milieu scolaire. On a encore bien du travail à faire. Unruly Son, un concert sur la vie de Derek Jarman, militant queer mort du sida en 1994, présenté en première mondiale par l'Orchestre classique de Montréal. On parle de destinations queer intéressantes à la chronique « J'ai mon voyage » et à la chronique « L'arc-en-ciel musical » quand l'homosexualité a cessé d'être si triste dans les chansons. L'heure où l'arc-en-ciel se lève, une heure où on n'est pas triste. Probablement parce que je chante pas. Ouais, c'est mieux que je chante pas. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, salut tout le monde. Il y a quelques semaines, nous avons parlé d'intimidation et de violence transphobe dans une école d'Alma. La jeune personne trans, Chloé Guillemette, était notre invitée puis nous a relaté une expérience horrible. L'homophobie et la transphobie, ça existe toujours et pour combattre ça, un colloque sur les milieux éducatifs. Aussi à l'émission, Derek Jarman, cinéaste et acteur activiste queer qui est mort du sida en 1994. Sa vie a inspiré une œuvre en première mondiale ici à Montréal, Unruly Son, qui est présentée par l'Orchestre classique de Montréal. Ça sera le 1er décembre à l'occasion de la Journée mondiale du sida. Puis on a le goût de voyager, hein, surtout là, qui commence à faire froid pas mal. Là, fait que les bonnes destinations queer avec Pascal Chalmel et les chansons sur l'homosexualité sont plus gays. À l'arc-en-ciel, à la chronique, donc, arc-en-ciel musical. Alors, donc, je reviens là-dessus. Il y a 2 semaines, des humoristes se sont mobilisés pour soutenir Entraide Trans Saguenay de Lac-Saint-Jean à la suite d'une agression transphobe à Alma. Nous en avons parlé donc avec la jeune personne qui a subi cette attaque sur nos ondes. Ça nous rappelle donc que l'homophobie et la transphobie existent encore dans nos écoles. Quoi faire? Bien, un colloque pour prévenir l'homophobie et la transphobie dans les milieux scolaires aura lieu cette semaine. C'est co-organisé par Interling et la chaire de recherche pour la diversité sexuelle et la pluralité des genres de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Et ça s'adresse donc au corps enseignant et aux autres personnels des écoles. Et pour discuter de tout ça, je reçois le directeur général d'Interling, Pascal Vaillancourt. Bonjour Pascal ou bonsoir. Bonsoir. Alors, pronom et accord? Il, accord au masculin. Je le demande à chaque fois parce que ça pourrait changer, sait-on jamais. C'est parfait comme ça. Alors, je rappelle qu'Interling offre un service de soutien téléphonique super important pour les personnes de LGBTQIA+, là, quand ils ont besoin de parler, ils peuvent appeler chez vous. C'est important. Exactement. D'abord, je pense qu'avant de parler du colloque, que penser de ce qui s'est passé dans le cas de Chloé Guillemette? J'imagine que vous êtes au courant de ça. Oui, c'est sûr qu'on en a entendu parler. Ça a fait quand même beaucoup de vagues, en fait. C'est très triste, mais en même temps, c'est pas surprenant. Il y a encore des histoires comme ça qui se passent dans nos écoles au Québec aujourd'hui. Donc, c'est de là, en fait, que le colloque aussi prend tout son sens pour rendre les milieux plus sécuritaires, là. Donc, quel portrait on peut dresser, on peut faire de la situation de l'homophobie et de la transphobie dans nos écoles présentement? Je pense que le portrait est de mieux en mieux, en toute franchise. Je pense qu'il faut reconnaître les avancées qui ont été faites à travers les années. Aujourd'hui, dans les écoles, on observe de plus en plus d'initiatives pour les jeunes LGBTQ+. Par contre, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que l'intimidation, c'est encore un fléau dans les écoles. C'est encore aussi une façon... les jeunes LGBTQ+, sont quand même très vulnérables à ce fléau-là. Et je pense que c'est encore une raison facile de faire de l'intimidation puis d'attaquer des jeunes, là. Donc... par contre, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées, qu'il y a différents programmes dans les écoles. Entre autres, Interling intervient avec son programme AGI pour les alliances genre, identité, sexualité. Il y a aussi le GRI qui est très invité dans les écoles, les différents GRI, la coalition des familles. Donc, il y a quand même de plus en plus de place à la diversité. C'est souvent, par contre, je pense, des initiatives qui sont personnelles aux professionnels. C'est les professionnels qui ont des idées puis qui amènent ça. C'est souvent pas des initiatives organisationnelles où l'école se dote de mesures. Je pense que ça, c'est un autre petit bout de chemin à faire pour que les écoles en arrivent là. Je vais revenir, mais la question que j'avais avant, parce qu'on vient d'aller justement là où je voulais aller, c'est quand même surprenant que ce sont les organismes de nos communautés qui se mobilisent et non pas tant le gouvernement.
Oui, bien en fait, c'est ça. Je pense que la lutte à l'homophobie et la transphobie au gouvernement devrait être une priorité. Et d'ailleurs, le plan d'action de lutte à l'homophobie et à la transphobie qui est en cours de rédaction pour sa prochaine mouture, mais est censé être un plan d'action interministériel, donc qui devrait œuvrer également au ministère de l'Éducation et qui devrait découler de ça des procédures ou des politiques pour protéger les jeunes. Non? À quoi s'attendre donc du nouveau ministre de l'Éducation? Je pense à Bernard Drinville qui, il y a quelques semaines, a fait des entrevues où il parlait que lui a vécu de l'intimidation, pas pour des raisons d'orientation sexuelle ou d'identité de genre, mais il a vécu ça. Il en a même presque pleuré en ondes à plusieurs endroits. Alors, on peut s'attendre à quoi d'un ministre comme lui? C'est une bonne question. J'espère qu'on peut s'attendre au mieux. J'espère qu'on peut, loin de moi l'idée de douter. Quand on a un parcours où on a un vécu expérientiel d'intimidation, je pense qu'on est déjà plus sensible à la cause. Tant mieux et tant pis, pas tant pis, mais je veux dire, c'est triste de savoir que M. Drinville est passé par là, mais j'espère que ça va le rendre d'autant plus sensible à la cause des jeunes LGBTQ+ dans les écoles. Je vais revenir au portrait parce que j'ai lu des statistiques qui viennent quand même de l'enquête SAVI LGBT. Donc, 43% des personnes étudiantes de LGBTQIA+, rapportent s'être senties malheureuses ou déprimées en raison d'un environnement hostile. C'est grave, ça. C'est très grave. Et nos milieux, en général, le milieu scolaire, les milieux de travail sont encore très hostiles aux personnes LGBTQ+. Ce ne sont pas toujours des milieux accueillants. Et malheureusement, mais un processus de coming out ou de dévoilement de son orientation, ça passe aussi par un processus d'acceptation de soi. C'est pas un processus qui est facile, c'est pas un processus qui est simple. Et souvent, ce qui est triste, c'est qu'on voit la vulnérabilité chez ces personnes-là. Et dans un contexte de milieu peu accueillant ou pas assez accueillant, on va souvent s'attaquer à ça. Et oui, c'est grave. 43%, là, ça veut dire que c'est près de la moitié de nos jeunes qui sont pas bien avec ça encore aujourd'hui, dans une société qui a quand même avancé au niveau de ses droits, mais qui est encore très fragile au niveau de la reconnaissance de ces droits-là et du désir d'être inclusif de tout le monde. Non? Moi, je sais, je l'ai vécu à l'école dans les années 70. Quand même, je me date, là, mais j'ai 61 ans, il faut bien le dire. J'ai vécu l'intimidation à l'école. Ça a été épouvantable. Et je me disais, ça doit mieux aller maintenant. Puis là, je lis ça, je me dis, mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on va finir par évoluer un jour? Oui. Bien, je pense que c'est quand même mieux aujourd'hui, dans le sens où moi j'ai 41 ans, puis quand j'étais à l'école, des initiatives LGBTQ à l'école, j'en voyais pas. Aujourd'hui, il y a des alliances, il y a des formations, il y a des clubs de lecture. Il y a quand même des choses qui sont mises en place dans le milieu. Et de plus en plus d'adultes aussi, malgré que je crois que c'est encore un gros défi pour les adultes, mais d'adultes du corps professoral ou du personnel de l'école font des coming out aussi, ou sont ouverts dans leur milieu, ce qui donne des modèles aux jeunes. Par contre, il n'y en a peut-être pas assez, toujours avec la crainte des parents, des réactions parentales, etc. Mais on est quand même dans un meilleur portrait, je pense, aujourd'hui qu'on l'était à nos époques respectives. Là. Bien là, justement, parlons de ce colloque, c'est le 5e. Vous invitez qui? Qu'est-ce qui va se passer là, dans ce colloque-là? En fait, le colloque est destiné au réseau de l'éducation, peu importe le niveau. On attend des profs du secondaire, on attend des profs du milieu universitaire ou des milieux collégiaux. C'est un colloque qui va durer le 24, 25 et 26 novembre prochain, qui va avoir lieu au Cœur des sciences à l'UQAM. Et c'est pas obligé d'être seulement des profs, ça peut être des professionnels du milieu ou des directions. C'est vraiment ouvert à tout le monde et pas seulement des personnes LGBTQ, mais aussi des alliés. Le but étant d'aider nos milieux scolaires à devenir plus inclusifs et plus accueillants. Donc, ce colloque-là s'adresse, dans le fond, aux professionnels du réseau. Et quelle sorte d'outils les gens vont trouver là? Est-ce qu'il y a des choses précises que tu peux me dire? Oui, en fait, la programmation, on l'a réfléchi pour qu'elle touche à différents enjeux. La programmation, il y a une partie scientifique où là, on a les recherches, on fait de la mise à jour, on va informer les gens sur les récentes recherches qui ont été faites sur les enjeux, que ça soit dans les enjeux trans, dans les enjeux de violence sexuelle que vivent les communautés LGBTQ+, dans les réseaux de l'éducation. Donc, il y a une programmation scientifique où on va mettre de l'avant les recherches. Mais il y a également une partie de la programmation qui est très terrain et que là, c'est les activités des groupes communautaires qui vont dans les milieux, dans les écoles, qui vont parler des initiatives. Dans la programmation du colloque également, le jeudi soir, il y aura un panel où là, on va avoir le droit à des témoignages de professionnels du réseau et de jeunes aussi qui vivent, des jeunes LGBTQ+, qui sont out, qui ont dévoilé leur orientation ou leur identité dans leur milieu, puis qui vont nous parler de leur expérience. Donc vraiment, on va apprendre des choses de science, mais aussi de l'expérience personnelle. Ça va toucher les cœurs et les âmes, oui.
Ben, ça semble bien intéressant. Et ce colloque, c'est donc avec Interligne, mais aussi la chaire. Puis je vois qu'il y a du support qui vient de l'entreprise privée, de Desjardins. Oui, en fait, le colloque est présenté par Desjardins. Le colloque, en fait, c'est une initiative de la Table nationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie des réseaux de l'éducation, qui est dans le fond une table qui rassemble différents syndicats et partenaires des réseaux de l'éducation. Mais eux autres n'avaient pas les ressources pour l'organiser. Donc, ils ont fait appel à Interligne et la chaire. La chaire a fait la partie scientifique de la programmation, puis Interligne s'occupe du reste et du volet logistique et administratif. Il y a un peu de sous du gouvernement qui va là-dedans quand même, là? Il y a, en ce moment, je ne suis pas capable de donner le portrait financier, mais il y a eu des engagements de certains ministères de soutenir le colloque quand même. Maintenant, j'attends les chiffres encore, mais ça s'en vient, On espère qu'ils vont contribuer un peu. Je vais revenir en cette fin d'entrevue parce que nous, on s'est déjà parlé il y a quelques semaines. Ça n'allait vraiment pas bien. Là. Il y avait un manque à gagner de 300 000 $ à Interligne. On devait même annoncer l'arrêt du service de nuit. Qu'est-ce qui se passe là? On est toujours dans le même débat, en fait. On n'a pas encore de grandes nouvelles à annoncer parce que on a eu jusqu'à tout récemment, en fait, vendredi dernier, j'ai eu un retour du cabinet du ministre Carman où on nous a informé qu'on allait avoir une rencontre avec le conseiller politique du ministre Carman, mais à l'heure actuelle, on n'a pas encore trouvé de solution pour maintenir le service. C'est sûr qu'on est très nerveux avec ça et qu'on planche sur des solutions. Le CA d'Interligne est impliqué, l'équipe d'Interligne est impliquée. On lance différentes perches et on attend d'un jour à l'autre on espère du moins avoir une bonne nouvelle pour maintenir le service. Bien, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir à l'heure où l'arc-en-ciel Merci s'élève. pour l'invitation, c'est très gentil. Et nous, on s'en va avec le rappeur français PD et la chanson Cul-Sec. Ouais, je fais 2-3 modifs là. Ouais. PD, on va y aller, c'est bon pour toi? Ouais, vas-y. Je fais des sommes, son gros cul m'a assommé. En la mais je suis cerné, j'ai pas sommeil. Depuis petit, je fais du son, j'ai ma drogue dans le sang. Faut que je sorte de la zone, faut que je garde la raison. J'étais dans la rue, je dormais dans le tram et les bus. Pour dormir sous son toit, un gars m'a dit faut que tu suces. J'ai grandi dans la rue, j'avais besoin d'un peu d'air. J'ai dormi dans la rue, j'avais besoin d'un peu d'herbe. Je fais des sommes, mais son gros cul m'a assommé. Oh là ils ont mis, je suis cerné, j'ai pas sommeil. J'suis dans le truc, on est dans un huc. Quand je vois un mec sculpté, j'ai la main dans le fut. Yeah, mon regard en dit long, j'ai mis mon survêt en nylon. Là j'ai tiré dilate. Derrière se dilate, je suis à mon 14e pilon. Je suis éclaté mais ça fuse. Je pourrais faire rentrer des millions, mais je préfère dilater ton anus. Je suis pas dans le 6-9. J'ai la vue sur la mer. J'ai mon petit stuff. Je mets le tout dans un terre. Je suis dans un 6-9. Moi j'ai pas de temps à perdre. J'écarte ces petites seufs. Donc j'ai la vue sur la merde. Sur la pesette mes grammes et ça part. Mauvais dealer fait cramer sa part. J'ai mon Q7 pour me garer, ça va. Dans un cul sec je crache et ça va. Petit café, j'ai mon joint du matin. En prison, je suis l'odeur du matin. Faut que je sorte, y'a mon cache qui m'attend. Je vais ce qui m'attente, pour elle je suis Satan. Pour elle je suis Satan, je baisse des cums tout le temps. Je fais couler du sperme mais je fais couler du sang. Gang gang. J'ai ma drogue originale tout le temps. J'ai des résidus de sperme sous les dents. J'ai mis le poppers dans la chambre pour que la nuit se détende. J'ai viscère en bas depuis 17 ans. Ma vie s'étend pas. Je fume depuis 7 ans. Depuis 7 ans, je m'épuise tant. Si ça rentre pas, je serre les dents. C'est embêtant, cerné tant. Je suis fatigué, mon sexe se tend pas. Gang gang. PD. Waouh. Je suis carrément gay, je suis carrément gang. Gang. PD. Waouh. Je suis carrément gay, je suis carrément gang. Gang gang. Payday, on va s'arrêter là? Hein? Tu nous joues à quoi là? C'est des lyrics. D'accord. C'est des lyrics. Ah mais oui, Payday, d'accord, bah je comprends mieux, ouais. Maintenant tu peux peut-être partir? Qui me l'a emmené? Enfin, dénoncez-vous quoi.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Bon, vous avez compris que PD, c'est P-A-Y-D-A-Y. Oui, ça, quand on l'entend vite comme ça, on pense à autre chose. Je pense que c'était voulu aussi. Donc, une chanson qui s'appelle Cul-sec avec le rappeur français PD. Derek Jarman, c'est un artiste, un acteur, un cinéaste, réalisateur, scénariste, directeur de photographie et monteur britannique qui est né en 1942 et est mort en 1994 à Londres. Il est mort du sida. On lui doit des films incroyables. Moi, j'en connais deux, Sébastien et Édouard II. En 1986, donc, Jarman découvre qu'il est séropositif et s'exprime publiquement au sujet du sida. Puis il va après ça s'installer dans une petite maison. Je vous dis ça, c'est important, ces détails-là, vous allez voir pour tout à l'heure. Dans une petite maison à Dungeness, qui est sur la côte du Kent, toujours au Royaume-Uni. Et il a créé donc un jardin et publie des livres autobiographiques comme At Your Own Risk et ses journaux intimes. L'Orchestre classique de Montréal présente en première mondiale, dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le sida, le cycle de chansons théâtrales Unruly Son, inspiré de la vie du réalisateur, et on reçoit le metteur en scène du concert, Michel-Maxime Legault. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ben merci de m'inviter. Je suis très content de parler d'Unruly Son, sur lequel on travaille depuis quelques mois déjà. Ben oui. Non, on a une tradition à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On demande à tous nos invités quel pronom et quel accord on utilise quand on s'adresse à eux ou à elles. Alors, il, d'accord. C'est important. Une commande donc conjointe de l'Orchestre classique de Montréal, du Broad Opera qui est à Hamilton et du 21C Festival à Toronto. Pourquoi avoir décidé d'honorer Derek Jarman de cette façon? En fait, c'est Mark Campbell qui a fait le livret, qui s'est inspiré du journal de Derek Jarman qui a écrit pendant qu'il était au Prospect Cottage. Et il s'est vraiment inspiré de des sujets qui ont vraiment inspiré l'activiste queer. Et il a décidé d'extraire certains éléments et d'en faire un livret que finalement Matthew Ricketts a mis en musique. C'est vraiment un voyage et des questionnements sur la vie, la mort, la nature. C'est extrêmement humain et c'est très poétique. C'est vraiment une belle poésie et on a vraiment des belles images. Il y a vraiment un voyage. C'est vraiment sur le cycle de la vie, la mort, les saisons et tout ça. C'est très touchant. Moi, j'avais compris que c'était donc les trois orchestres qui avaient commandé l'œuvre, mais là, ce que je comprends bien, c'est que c'est M. Campbell qui a proposé l'œuvre. Je crois que je ne sais pas comment ça s'est fait vraiment précisément, mais je crois qu'il y a eu des échanges par rapport à ça et finalement, ils se sont entendus sur une entente et cette première mondiale aura lieu au Cirque Éloise le 1er décembre prochain. Ah, mon Dieu. On est à peu près, on n'est pas loin là, de la première. Je pose la question, avez-vous le trac? Ah, ben toujours. Mais en même temps, il y a quelque chose c'est des rencontres. Hein. C'est des rencontres humaines qu'on fait sur chaque projet. Et c'est important la rencontre. Avant tout, pour moi, la rencontre humaine est plus importante même que la rencontre artistique parce que la rencontre humaine, c'est la base d'un projet artistique. Et de pouvoir parler de sujets, de parler du sida, de parler de parce que chacun, on est des générations aussi différentes. On a été différemment touchés par ce fléau-là mondial. Mais il y a quelque chose où on peut se parler de vraiment de notre perception de c'est quoi la vie pour mieux se rencontrer sur un projet artistique. Oui, parce que certains d'entre nous qui sommes un petit peu plus âgés que vous, Michel-Maxime, on a connu, en fait, même, vraiment. Vous avez dit en connaître, moi j'ai connu plusieurs personnes qui sont mortes et je sais que le directeur général a aussi connu des gens qui sont partis, qui se sont éteints. Parlez-nous donc de cette œuvre. Qu'est-ce qu'on va voir? Là? Vous avez parlé de chansons. J'aimerais avoir une idée. Là. Qu'est-ce qu'on va voir sur scène? En fait, il faut savoir que c'est pas grave si on ne connaît pas Derek Jarman. C'est pas grave si on ne connaît pas son œuvre Modern Nature. Si on n'a pas vu ses films, c'est pas grave. Même si vous êtes néophyte dans le domaine, vous allez vraiment passer une soirée où justement il y a quelque chose de très, très humain, très touchant. C'est une œuvre qui est partie, pas d'une vision d'un activiste queer qui, justement, a influencé l'œuvre de Mark Campbell, mais avant tout, c'est vraiment quelque chose où on réfléchit sur la vie humaine. Et il y a quelque chose
il y a de la poésie, chacun va comprendre quelque chose de différent par rapport à sa vie. Et je trouve ça vraiment passionnant de voir qu'une œuvre créée par un queer qui, justement, devient universelle. Donc, qu'on ait eu des gens qui sont touchés par le sida ou quoi que ce soit, ou non, dans notre vie, je trouve ça vraiment passionnant de voir que cette œuvre-là peut résonner pour une grande société, un tout public. Et c'est ce qui m'intéresse sur cette œuvre-là, parce que oui, je suis gay, oui, je fais partie de la communauté LGBTQ+, mais au-delà de ça, je suis un humain avant tout. Et je trouve ça important de le mentionner, que parler du sida, on peut en parler entre gays ou mais c'est important que toute une société puisse se remémorer de ces problèmes qui se sont passés dans les années. Parce que maintenant, les jeunes que je côtoie ou quoi que ce soit, pour eux, ce fléau-là n'ont pas vraiment, sont plus ou moins touchés par rapport à ça. Ils ont moins vécu ce drame-là, mais je trouve c'est important de se remémorer, de se rappeler toutes ces... J'étais pour citer quelqu'un, mais le nom ne me revient pas, mais il me semble que c'était... faut se rappeler du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. Hein? Complètement, puis pouvoir faire des parallèles avec différents problèmes de notre vie, même si on est rendu en 2022, il y a d'autres problèmes qui arrivent, il y a d'autres choses qui se passent, et c'est l'histoire personnelle, oui, de Derek Jarman, mais qui peut toucher une grande population. Tout à fait. Donc, on a parlé du librettiste, on parlait de Mark Campbell. Il y a aussi le compositeur. La musique, comment vous la voyez là, dans cette histoire? Parce que moi, je suis un petit peu mal à l'aise, je pose des questions. J'aurais aimé assister à une répétition, mais je n'ai pas eu le temps de le faire. Puis des fois, j'aime ça avoir une bonne idée de... Alors, on est chacun en répétition, chacun chez nous. Donc, pour l'instant, on s'est rencontrés par Zoom, parce qu'ils viennent d'un peu partout, tu sais, dans le monde. Alors, on se rencontre on fait les premières répétitions dans les prochains jours. Là, donc, c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas pu assister à une répétition. Mais la musique est vraiment au service de l'œuvre de Campbell. Il y a quelque chose aussi de très poétique. Il y a quelque chose, c'est pas atonal du tout. Là. On est vraiment dans quelque chose où on peut vraiment adhérer à cette musique-là avec une première écoute. Donc, quelque chose de extrêmement sensible, extrêmement épuré, à l'image un peu de ce que je vous dirais de la mise en scène que je vais en faire, parce que j'aime beaucoup mettre la musique et les humains en avant-plan. Mais justement, j'allais vous poser la question, là, c'est quand même un défi faire la mise en scène d'une œuvre comme ça, non? Oui, mais en même temps, c'est important que la musique soit là. Ça part de la musique, ça part des mots. Donc, pour moi, c'est de mettre vraiment ces mots-là et cette musique-là en avant-plan. Donc, il n'y a pas d'artifice. Vous n'allez pas assister à quelque chose de même si c'est au Cirque-Éloise. Il n'y aura pas de main à main ou de cerceau aérien, ne vous en faites pas. Ouais. Pour ça, c'est plus le lieu en tant que tel qui nous a... Et parce que l'acoustique est vraiment formidable, c'est quelque chose de... Puis pour avoir déjà travaillé au Cirque-Éloise, donc j'ai pu repérer les lieux puis voir un peu comment on allait mettre en scène ce spectacle-là. Mais c'est quelque chose d'épuré. Il y a quelques projections pour pouvoir vous mettre dans les images du Prospect Cottage, d'avoir un peu une idée de qu'est-ce qui a inspiré ce journal de Derek Jarman. Donc, vous allez avoir ça, au moins quelques repères qui vont faire en sorte que vous allez pouvoir naviguer dans cette œuvre-là. Qui sont les artistes qu'on va voir sur scène? Alors, ça va être un quintet à cordes, il va y avoir un pianiste, et il va y avoir aussi notre Karim Suleiman, j'ai toujours peur de mal prononcer son nom, qui va être notre ténor, qui va chanter, direction musicale de Rich Coburn. Alors voilà, ça va être un petit ensemble avec un chanteur qui va vraiment faire le lien avec le public, qui va vous raconter cette histoire-là, puis qui va être votre lien privilégié tout le long de la soirée. C'est une production internationale parce que je crois que le librettiste est canadien, le compositeur est américain, je ne me trompe pas? Voilà, on voyage. Et là, je me rappelle pas pour le chanteur, Karim, il est canadien, américain, britannique? Je veux pas me prononcer, j'ai trop peur de dire quelque chose d'une énormité, mais j'ai l'impression que c'est un Libanais américain. Ah, d'accord. Ben, c'est ça, on fait le tour du monde. Et c'est intéressant que l'Orchestre classique de Montréal, donc, prenne l'initiative de te faire la première, hein, avant Toronto, avant Hamilton. C'est quand même pas rien. Hein? C'est ça se passe. Super. C'est le 1er décembre aussi, donc c'est une date importante.
Donc, non, on trouvait ça, et c'est vraiment une première, ça va avec tout. Oui, c'est le track. Vous me demandez si on a le track, mais c'est sûr que un spectacle de théâtre, je vais le répéter, on va le présenter sur plusieurs soirs. Là, c'est des moments. Donc, vous allez vivre un moment historique, ne veut pas, parce que on n'en fait pas plusieurs représentations, on en fait une à Montréal. Donc, c'est bien de se pitcher sur les billets, comme on dit. Ah, j'ai le mien, j'ai déjà le mien, alors je serai là, c'est clair. Ben justement, parlant de billets, c'est le 1er octobre, 1er décembre, à 19h30 au Cirque Éloise. Pour les gens qui ne savent pas aussi, c'est au 417 rue Berry, c'est dans le Vieux-Montréal. Les billets, on se les procure comment? Alors, vous allez voir sur le site web de l'Orchestre classique de Montréal, vous allez pouvoir avoir accès aux billets et tout ça. Et c'est vraiment, vous allez voir, c'est un petit, il n'y a pas, c'est vraiment une petite jauge là, en tant que telle. Il reste beaucoup de billets. Vous avez la chance on est dans la promotion, là, on l'annonce et tout ça, mais c'est pas le Centre Bell, là. Donc, vous allez vraiment avoir accès à un lien privilégié avec la musique et l'histoire. Donc, on va sur orchestre-en-un-seul-mot.ca pour atteindre la billetterie de l'Orchestre classique de Montréal pour se procurer le billet, ou son billet, ou ses billets pour le concert, Unruly Sun. Michel-Maxime Legault, metteur en scène, merci beaucoup d'avoir été à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Merci. Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Eh bien, dans la deuxième demi-heure qui s'en vient, on part en voyage. Ah, ben moi, clairement, là, je pense qu'on a besoin de ça, de prendre un petit peu de soleil. Puis, ça a été long, cette COVID. Puis, il fait froid. Donc, on va parler de destination voyage et on va aussi parler des chansons gays, plus gays, à la chronique Arc-en-ciel musicale. Alors, de retour après la pause. De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ah, mon bikini, ma brosse à dents. Ah, que je vieillis, là. Vraiment, je me vieillis, là. On parle de voyage et de destination queer. Et des chansons gays, plus gays. Ben oui, quand on retourne un peu dans le temps, là, hein, les chansons étaient bien tristes. Ben là, la vie gay, c'est devenu un petit peu plus gay. C'est notre programme de notre deuxième demi-heure. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ah, mon Dieu, mes jeux de mots ne marchent pas toujours. Ben, en tout cas, c'est pas grave. On va être gay, puis on va être bien gay. En voyage surtout. Ben oui, j'ai mon voyage. Oui, commence à faire froid. Puis après 2 ans, pas trop sortir du pays, là, on est tanné un peu. Pascal Chamel est agent de voyage à l'agence. Il est aussi propriétaire de l'agence lgbtvoyage.ca qui est avec nous. Bienvenue à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, Pascal. Ben, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Oui. Ben, Pascal, d'abord, c'est toujours notre tradition. On utilise toujours les pronoms et les accords masculins avec toi? Oui, toujours. Bon. Alors, là, je vais vous avouer un petit secret, tout le monde. Je vous parle là, mais je suis présentement à Cuba.
Alors, quand vous écouterez l'émission, là, parce qu'on l'a préenregistré, moi, j'aurai les fesses dans le sable à Cuba. Le chanceux. Alors, justement, parlant de Destination Queer, moi, je vais me rendre donc à Gran Mutu, à Cayo Guillermo, à Cuba. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette destination qui est quand même récente, mais qui devient de plus en plus populaire, là? Ben écoute, le Mutu Rainbow, moi pour l'avoir visité, c'est un hôtel qui est ouvert depuis bientôt 3 ans. Là, juste avant la pandémie, ils ont décidé d'ouvrir un hôtel inclusif. Là, et j'ai eu la chance de le visiter. Donc c'est une des destinations à laquelle je voulais parler. Je voulais donner un petit peu une idée ce soir aux auditeurs, un petit peu le genre de produit qu'on retrouve dorénavant sur le marché. Puis si on parle du Mutu, c'est un hôtel qui est à Cayo Coco, qui est à peu près à 3/4 d'heure de l'aéroport. Ouais. C'est un hôtel très, très neuf, là, qui est très récent, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de touristes, bien entendu, à cause de la pandémie. Ouais. C'est un hôtel qui est magnifique. C'est un hôtel, je dirais de 4,5, peut-être pas 5 étoiles, mais 4,5. C'est un hôtel qui est sur une belle plage. Il partage la plage avec un autre hôtel. C'est une plage qui fait à peu près 1 kilomètre de long. Mm-hmm. Au niveau de la nourriture, on entend beaucoup parler de Cuba, la nourriture, tout ça. Oui, il y a eu des problèmes. Il y a eu quelques soucis pendant l'été d'approvisionnement, de diversité, mais tout est rentré dans l'ordre. Je regarde les commentaires des clients. C'est un hôtel que je vends pas mal. Ouais. Pour les gens qui veulent retrouver, c'est un hôtel qui est vraiment très, très axé, qui est vraiment pour tout le monde, si on parle. C'est pas un hôtel qui est exclusivement pour la clientèle LGBTQ+, là. Mais par contre, les clients hétérosexuels qui se rendent à cet hôtel-là sont bien avisés qui sont intolérants vraiment aux insultes ou quoi que ce soit. À l'homophobie, quoi. À l'homophobie. Il faut qu'ils s'habituent donc. Quand on leur dit vous allez à cet hôtel-là, attendez-vous de voir des hommes qui marchent main dans la main, voir des femmes qui marchent main dans la main. Dans la piscine. Oui, il faut qu'ils vivent avec ça. Puis des personnes, aussi bien, moi j'ai des demandes pour des personnes trans, des femmes, j'ai des hommes qui sont en troupe, si on veut, qui ont déjà réservé plusieurs. Il y a vraiment une belle esprit. Et puis l'hôtel est vraiment axé sur ça. C'est vraiment l'inclusion dans tout ce qu'on connaît. Donc, oui, puis je vais faire une petite définition là, pour les gens qui ont entendu le mot troupe. Là. Ça, vous avez compris que c'est quand un couple se fait avec 3 personnes, donc ça devient un troupe. Exactement. Voilà. Qu'est-ce qui est in à part ça pour les voyageurs et voyageuses queer présentement? Je dirais qu'il y a une autre destination à Cuba qui va bientôt... moi, je ne l'ai pas visité. J'y suis allé à la destination, mais l'hôtel n'était pas encore ouvert parce que, on sait que Cayo Largo, qui était très populaire auprès de la clientèle gay, lesbienne, tout ça, a été fermé pendant la pandémie, contrairement à Cayo Coco qui a été ouvert. Cayo Largo ouvre bientôt, a réouvert le 4 novembre, mais certains hôtels ouvrent seulement à partir du 16 décembre. Ouais. Et il y a un hôtel qui va être pour la communauté, qui va être plus axé pour la communauté, qui s'appelle le Villa Caprice, qui va être peut-être pas dans le même sens que le Mutu, mais qui désire attirer cette clientèle. Donc, c'est un beau produit parce que Cayo Largo, bien entendu, c'est une île, c'est vraiment une île paradisiaque. On est à 5 minutes de l'aéroport pour y avoir été plusieurs fois. Ça peut être un produit qui va être intéressant. J'ai hâte de voir les premiers. Moi, c'est possible que j'y aille peut-être sur invitation du fournisseur en décembre, là au début décembre, avant l'ouverture officielle. Et je pourrais en dire plus, mais... parce que monsieur se fait inviter, on est jaloux, nous autres, là? Oh, pas toujours, là. C'est comme... beaucoup plus avant, mais là, de moins en moins. Les budgets étant coupés comme partout. Oui, Pascal. Écoute, je vais t'amener aussi à parler de Puerto Vallarta, parce que moi, des fois, je dis que Puerto Vallarta, c'est comme la succursale du village à Montréal. Quand j'y vais, je retrouve tout le monde que je vois l'été sur la rue Sainte-Catherine-Est. Je fais des blagues, mais c'est quand même très ouvert pour les personnes de nos diversités. Tout à fait, Puerto Vallarta. Et puis ça, c'est une destination qui est ouverte depuis, moi, écoute, ça fait 30 ans que je suis dans le domaine. Ça fait 30 ans que je vends du Puerto Vallarta. Puis Puerto Vallarta,
c'est carrément d'autres choses comme vacances. Le voyageur, c'est pas les deux Cuba qu'on a parlé tout à l'heure. C'est carrément différent. C'est pour la ville, c'est pour le nightlife, c'est pour les sorties. C'est pour la culture aussi. Il se passe beaucoup de choses. La nourriture, les restaurants. Oui. Bon, c'est sûr que les plages de Vallarta, c'est pas les plages de Cuba. Les plages, bien souvent, on peut se baigner, mais bon, le Pacifique étant le Pacifique, ça brasse pas mal. Mais il y a les Blue Chair, il y a l'hôtel Blue Chair, il y a des hôtels comme le Tropicana, le San Marino, qui sont des hôtels qui sont vraiment, parce qu'il faut bien dire que pour être bien placé à Vallarta, pour la clientèle homme gay, je dirais, parce que bon, c'est bien souvent cette clientèle qui y va, il faut être situé vraiment dans le vieux Vallarta. Donc, San Marino, Tropicana, Blue Chair, on est super bien placé. C'est pas des hôtels de luxe, mais c'est des hôtels qui font la job pour dormir seulement, parce que le reste du temps, on est dehors. Oui, on est dehors. Non, on ne parlera pas de ça. Moi, je connais aussi le Mercurio, qui est un petit hôtel qui est pas sur la plage, qui est pas mal aussi, que j'ai déjà fréquenté. Pascal, le temps file. On va reparler d'Olivia et Atlantis la prochaine fois, mais j'aimerais ça quand même qu'on dise aux gens, est-ce que ça coûte plus cher de voyager depuis la COVID, hein? Ça coûte plus cher, mais je dirais qu'il faut s'y prendre plus tôt, parce qu'il y a un effet en ce moment, c'est que bon, il y a la revanche du voyage. Moi, je reviens d'Europe, là, puis bon, l'aéroport, j'ai jamais vu autant de monde, j'ai jamais vu autant de monde dans les avions, tout ça, il y a la revanche de ça. Donc, si on décide de partir en vacances pour le mois de février, c'est le temps de regarder maintenant. Les prix sont quand même relativement assez abordables. En parlant de ça, je veux juste en parler, si j'ai une minute, il y a un très bon spécial pour le Mutu Rainbow, justement, l'hôtel où tu vas. Tu le sais, hein, il y a un très bon spécial du 3 au 10 février. Le fournisseur Vacances Air Canada organise un événement de groupe où ils ont réservé tout l'hôtel et le tarif en occupation simple, c'est ridicule. Là. Il est à 1099. C'est un hôtel qui vaut dans les 1700, 1800 pour cette période-là. Donc, si les gens veulent avoir une bonne occasion, c'est le bon temps de réserver. Par contre, il ne faut pas attendre. Pour n'importe quelle destination, il ne faut pas attendre. Il faut se décider assez tôt. C'est toujours ça un peu l'idée. Est-ce que les destinations queer sont parfois un petit peu plus chères que les destinations grand public? Je dirais que dans certains produits, certains fournisseurs, par exemple, si on parle de Atlantis, si on parle de Olivia, des fournisseurs qui se spécialisent vraiment pour la clientèle dans cette niche-là, si on veut, bien souvent, ils offrent des croisières où tu regardes le prix, puis si tu regardes une croisière qui est qui est une semaine avant, il y a une grosse différence de prix. Bien souvent, le tarif est plus cher, mais il y a beaucoup d'inclusion. Donc, je dirais que les produits ne sont pas forcément plus chers, mais c'est sûr que quand il y a un marché de niche, obligatoirement, comme si je regarde le Mutu, certaines dates, il est vraiment cher parce que c'est contingenté, c'est pas des gros hôtels. Le Mutu, c'est 250 chambres. Ce qu'il va y avoir à Cayo Largo, ça va être peut-être 120 chambres. C'est des petits hôtels, donc plus c'est petit, plus ça se réserve, plus c'est cher. Mais je dirais pas que c'est un phénomène plus généralisé sur le marché. Et puis, je conçois d'ailleurs que Cuba demeure quand même la destination du Sud qui demeure quand même la plus abordable de toutes les destinations. Oui. Ouais. Oui. Puis Cuba est vraiment très ouvert au niveau de ce qu'on entend au niveau de la communauté. C'est très ouvert. C'est beau cette ouverture qu'il y a par rapport à ces hôtels-là. Si on regarde le Mutu, tu vas l'explorer, tu vas voir comme quoi l'ouverture d'esprit, la liberté, c'est le fun de retrouver des produits comme ça qu'on ne retrouve pas forcément en République dominicaine ou qu'on ne retrouve pas dans certaines autres destinations. Donc, je pense que Cuba est en train d'ouvrir. Je pense qu'à la Havane, ils sont en train d'ouvrir un autre hôtel LGBT. Ouais. Donc, c'est intéressant de voir que le pays s'ouvre et puis, c'est le fun d'avoir des produits. Moi, à travers 30 ans de carrière, je peux dire qu'il y a eu quelques produits qui n'ont pas marché. Il y en a eu sur la rive des hôtels exclusifs pour hommes, par exemple, des choses comme ça. Mais celui-là, il tient bon, comme le Mutu. On va sûrement reparler à notre prochaine discussion. Je dois arrêter là-dessus parce que moi, j'ai un mojito qui m'attend justement au bar. Tout à fait. Merci Pascal Chalmel, agent de voyage et propriétaire de lgbtvoyage.ca. On s'en va en musique avec Charles Aznavour et Comme ils disent. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché.
et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit, que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral. Après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. Vers les 3 heures du matin, on va manger entre copains de tous les sexes dans un quelconque bar tabac. Et là, on s'en donne à cœur joie et sans complexe. On déballe des vérités sur des gens qu'on a dans le nez. On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé. Marcher ondule, Saint-Jean ce qu'il croit être nous, et se couvre les pauvres fous de ridicule. Ça gesticule et parle fort, ça joue les divas, les ténors de la bêtise. Moi les lazis, les colibets me laissent froid, puisque c'est vrai, je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas, je pense à mes amours sans joie, si dérisoires, à ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame, car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homo, comme ils disent. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Oh my God, quelle belle chanson! Ah, oui, oui. Donald Bilodeau. Bonjour, bonjour. Alors, toujours pronom et accord masculin? Toujours. Alors, c'est l'arc-en-ciel musical. Tu nous parles aujourd'hui des premières chansons. Je disais à un moment donné que c'était moins triste parce que c'est sûr que c'est une chanson qui est quand même... C'est pas une chanson, on a le goût de rigoler, mais c'est tout un changement de ce qu'on avait vu avant. Alors, parlons justement de cette chanson, comme ils disent. Exactement. En fait, je dirais que c'est difficile de les répertorier, là, mais je dirais que c'est vraiment une des premières chansons qui parle vraiment de l'homosexualité comme sujet principal. Elle date de 1972, donc elle fête ses 50 ans cette année. Et il y a beaucoup de chansons à cette époque-là qui parlaient d'homosexualité, mais qui mentionnaient l'homosexualité.
dans les chansons sans que ça en soit le sujet principal. Par exemple, j'ai plusieurs exemples. La chanteuse Dalida, en 73, avait plutôt interprété une chanson qui s'appelle « Pour ne pas vivre seul » et dans laquelle il y a un couplet qui dit « Pour ne pas vivre seul, des filles aiment des filles et l'on voit des garçons épouser des garçons. » C'est problématique, ça, pour moi, ça. Ben, oui, c'est très problématique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle avait fait un tabac avec ça. Juste ce petit bout de phrase-là, Ouais. dans la chanson, ça avait été suffisant. Parce qu'on était gay par dépit. Oui, Alors c'est que ça. la chanson d'Aznavour, on n'est pas gay par dépit. Par dépit. Ouais. Il raconte vraiment sa vie et c'est vraiment ça qui est extraordinaire. Il faut préciser un truc. Au Québec, on utilisait beaucoup dans les années 70 le mot tapette. Ouais. Ce n'était pas nécessairement vilain, là. OK? C'était, comme tu disais tantôt, c'était un peu de l'humour. Diane Dufresne, par exemple, en 1975, chantait sur la même longueur d'onde, dont le texte est de Luc Plamondon. Donc, on sait bien que Luc Plamondon et Diane Dufresne ne sont pas contre la communauté gay, comme de raison. Ouais. Alors, elle disait « T'as beau être beau, t'as beau être laid, être hétéro ou être tapette ». Donc, on le sait que c'est pas un mot aujourd'hui qui est très, très apprécié de notre communauté. Moi, le premier, c'est pas un mot que j'apprécie du tout. Mais dans les années 70, début 80, c'était fréquemment utilisé. Robert Charlebois, lui, allait un petit peu plus loin. En 81, dans « Moi Tarzan, toi Jane », une autre chanson de Plamondon, quand il disait « Des fois, moi aussi, j'aurais envie de rester au lit pendant que t'irais gagner ma vie. Puis ris pas de moi si je bois du crème soda. Moi, la bière, j'aime pas ça. Puis je suis pas tapette pour ça. Je suis pas tapette pour ça. » Et là, il rajoute « Mais des fois, un gars stan de se prendre pour Superman, quel est l'homme qui n'a pas au moins une fois déjà rêvé d'être une femme? » Wow, ça, vraiment, c'était quand même avant-gardiste. Avant-gardiste. 82, on y va parce que 82, il y a une autre chanson d'un autre chanteur très connu, très aimé au Québec, Claude Dubois, qui mentionne aussi l'homosexualité via le mot tapette. Ouais. Mais là, ça marche pas très bien cette fois-là. Pour moi, dans sa chanson Femme ou fille, qui a été un grand succès, je trouve que c'est maladroit et prétentieux. Quand il dit c'est pareil, je suis resté un bum, toujours un peu poète, même si ça rime avec tapette. J'ai jamais eu rien contre ça. Ça faisait juste plus de femmes pour moi. Ouf, ouais. Ouais, c'est douteux. On peut peut-être dire qu'on est en 82. Ouais. Bon. Puis nous, on regarde avec nos yeux de 2022. Oui, on regarde avec nos yeux de 2022. Ouais. Mais il y avait pire que ça. Ah, mon Dieu, oui. Là, je ne parlerai pas de Paolo Noël et de son horrible flouche, prout. Une horreur. C'est On n'en parle pas. On passe à autre chose. Mais n'empêche qu'en France, juste avant Aznavour, quelques années avant, Fernandel avait fait une horrible chanson qui s'appelle « Il en est ». Oh. L'artiste dit ceci. « Savez-vous ce que l'on dit de Zizi? » Déjà, le garçon s'appelle comme ça. Ouais. On dit qu'il en est. Ce jeune homme poli et si gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font talala, prout, ta, talala, prout. Ce garçon si drôle en travesti, on dit qu'il en est. Ce fervent de la bicyclette. Oh. Autrement dit, on le traite de pédale. Là. Ouais. Alors c'est vraiment, voyez-vous, de l'humour. Alors quand je vous dis que la chanson de Charles Aznavour en 72, là, elle a vraiment fait du bien. Même si elle est triste d'une certaine façon, elle est heureuse d'une autre façon aussi. Et puis, il y a eu d'autres chansons. Il y en a une qu'on fredonne encore, surtout qu'il y a une nouvelle production de Starmania à Paris qui va peut-être venir à Montréal. Nous le souhaitons parce que je veux voir ça. Un garçon pas comme les autres. Bien sûr. Encore écrite par notre cher ami Luc Plamondon. Elle fait partie, bien sûr, de la comédie musicale Starmania, la musique étant de Michel Berger. La chanson a été... Bon, c'est Fabienne Thibault qui a fait la version originale avec sa voix magnifique, mais il y en a eu beaucoup de reprises. On a joué celle de Slimane la semaine dernière, ou il y a 2 semaines ici, pardon. 2 semaines. Ouais. Louise Forestier dans la première version québécoise de Starmania. Ensuite, il y a eu Marie-Carmen, la Belge Morane en 88. Céline Dion, bien sûr, dans son album Dion chante Plamondon. Après ça, il y a eu Luce Dufaux, Isabelle Boulay et encore Loulou Youg à l'an 2000. Wow. La chanson raconte l'histoire de l'amour passionné d'une femme pour un homme gay qui s'appelle Ziggy. Mm-hmm. Et le personnage était interprété à l'époque par Éric Estève dans la comédie musicale Starmania à l'origine, en 78. En passant, le premier disque est sorti en 78, mais la comédie musicale a été montée en 79 à Paris. On faisait ça souvent. Hein? Je me rappelle aussi, c'était la même chose pour d'autres comédies. En fait, Les Misérables, ça a été... en musique avant d'être... Oui, exactement. Et la version originale française est vraiment quelque chose. Et vraiment quelque chose, effectivement. Alors,
Cette femme qui est amoureuse d'un garçon pas comme les autres, c'est Marie-Jeanne, qui est un des personnages principaux de la comédie musicale. C'est celle que l'on appelle la serveuse aux tomates. Ah oui. Qui disait je vais aller cultiver mes tomates au soleil. Au soleil. Oh my voilà. God, oui. Hey, merci beaucoup, Donald Bilodeau. Cela m'a fait plaisir, Denis Martin. Et nous allons d'ailleurs écouter cette chanson, Un garçon pas comme les autres, et Fabienne Thibault. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, mais moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit viens prendre un café et on s'est raconté nos vies. On a ri, on a pleuré, oui, Ziggy. Il s'appelle Ziggy, c'est mon seul ami. Dans sa tête y a que de la musique. Il vend des disques dans une boutique. On dirait qu'il vit dans une autre galaxie. Tous les soirs, il m'emmène danser dans des endroits très très gais où il a des tas d'amis. Oui, je sais, il aime les garçons. Je devrais me faire une raison, essayer de l'oublier, mais Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. C'est un garçon pas comme les autres, et moi je l'aime, c'est pas de ma faute. Même si je sais qu'il ne m'aimera jamais. Vous écoutez L'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Ah, mon Dieu, on fredonne dans le studio. C'est tellement une chanson connue. On connaît toutes les chansons de Starmania. Cette chanson a été aussi chantée, on avait oublié de le dire, Donald, il y a France Castel, oui, et donc Louise Forestier. Oui, donc une chanson qui a mis beaucoup de nous sur la map. Hein, voilà. J'ai oublié de vous dire aussi pendant notre chronique sur les voyages, vous savez que Cuba a adopté le mariage pour tous, hein, déjà depuis en début d'année, si je ne me compte pas. Ça a été voté par référendum. Alors vraiment, on voit que les choses changent pour les communautés de LGBTQIA+, partout sur la planète, et incluant nos destinations de voyage préférées. Et puis, ça fera partie peut-être de notre prochaine chronique voyage. Où est-ce qu'on pourrait se marier maintenant, ceux qui veulent se marier ailleurs qu'au Canada? Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com.
c'est heurciel en un seul mot et en minuscule, @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram, @dmchabotauteur. C'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève en ce lundi 21 novembre 2022. Merci à nos invités, Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne, Michel-Maxime Legault de l'Orchestre classique de Montréal, Pascal Chalmel, président et agent de voyage évidemment de lgbtvoyage.ca et Donald Bilodeau, notre mélomane en résidence. Tiens, on va le mettre en résidence lui aussi, comme tous les autres chroniqueurs, on leur donne ça comme titre. Merci à l'équipe, France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde, Jolie Curly pour la musique thème, Jolie Ormelette qui est aux réseaux sociaux de Canal M, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et de Canal M. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Alors, je continue à me faire dorer la bédaine à Cuba, puis je vous revois la semaine prochaine.